Jusqu'à 19h, RTL Info, Thomas de Berguec. Son dernier album est 100% Covid, mais pas contagieux, sauf si c'est pour en rire. Et heureusement, Nicolas Vado est avec nous pour refermer cette émission. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dessinateur de presse pour Le Vif et L'Écho. Alors forcément, l'évolution de la grande saga du Corona, vous l'avez suivi de très près. Le Covid, est-ce que vous en avez ri dès le départ ? J'ai pas ri du Covid et d'ailleurs c'est pas un livre sur le Covid ou le coronavirus dans la mesure où moi je suis pas scientifique, je suis pas compétent, je peux pas vous dire si l'hydrochlorie machin truc est bien ou pas, j'en sais rien. C'est un livre sur le confinement. Parce que moi mon métier c'est d'analyser la société en dessin. Donc je vais pas me mettre à la place des scientifiques. Donc j'ai pas ri du Covid, mais j'ai regardé ce qui se passait par rapport au confinement. Ensuite, j'ai essayé de voir comment moi je réagissais. Mon père est dans une maison de repos, par exemple, depuis novembre, donc j'étais déjà au fait de ces choses-là avant. Oui, un autre regard, évidemment. Cette maison de repos, elle a fermé tout une semaine avant tout le monde, ce qui fait qu'ils n'ont eu aucun cas. Donc ça aussi, ça me donnait une vision différente de la crise. Mais ce qui m'intéressait en tant que dessinateur de presse, c'est d'analyser les changements profonds de la société à vitesse grand V et à tous les niveaux, que ce soit au niveau quotidien, mais au niveau politique. Vous voyez ce qui s'est passé, notamment dans l'Union européenne, quelque chose qui était impensable il y a encore 2 mois, c'est-à-dire arriver à une mutualisation des dettes. Ça, c'est pas possible. Mais ça, c'est pas dans ce livre-là, parce que j'ai pas fait un livre politique, j'ai fait un livre sociologique. Il y a très peu de personnages politiques dedans. Il y a un peu Sophie Wilmès et un peu Maggie Debloc, mais très peu. Moi, ce qui m'a intéressé vraiment par rapport aux lecteurs, c'est de leur tendre un miroir. Comment vous avez vécu pendant ces 2 mois. Et ça, c'était vraiment le plus important. Et j'ai voulu mettre des dessins qui soient, pour la plupart, rigolos. Il y a 1 ou 2 qui sont pas trop rigolos, mais la plupart sont rigolos parce que je me suis aperçu que les gens avaient besoin de rire. Oui. Et ça, c'était vraiment, avaient besoin de prendre du recul intellectuellement, puisque physiquement, ils étaient cloîtrés chez eux. Et ça, c'était vraiment important. Et ensuite, j'ai observé, tout simplement, autour de moi, j'ai observé mes réactions. C'est la première fois qu'avec ce confinement, on a une expérience qui est vécue par tout le monde de la même manière. Si vous avez une Coupe du Monde de football, c'est une expérience collective positive, mais si vous n'aimez pas le foot, vous éteignez la télé, vous lisez un bouquin et vous passez à côté. Le terrorisme, c'est une expérience collective négative, mais si vous habitez au fin fond d'un village paumé, vous n'êtes pas vraiment touché par ça. Tandis que là, le coronavirus et le confinement, on a tous été touchés d'une manière ou l'autre par ce confinement. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et ce qui m'a un peu fait froid dans le dos, c'est de voir avec quelle facilité nous avons abandonné nos libertés publiques en quelques jours. Ah oui, complètement. Oui, ça fait très vite. Alors, évidemment, on veut les garder, mais je pense qu'il y a quand même des dictateurs en puissance qui se laissent les babines. Vous voyez ce que fait déjà Orban. J'allais y venir, mais oui. Ce que fait déjà Orban en Hongrie, ça pourrait être la carte rouge qui sortira bientôt pour arriver. Les dictateurs en herbe se disent, mais confiner une population, c'est très facile en fait. Et c'est ça qui était inquiétant. Mais je pense que la population en Belgique a fait preuve de beaucoup de maturité. Elle a accepté ce confinement qui était nécessaire au départ. Après, on va voir la crise parce que je pense qu'on ne peut pas vraiment... C'est pour ça que je n'ai pas voulu mettre de dessin vraiment politique dans le livre, parce que je pense qu'il est trop tôt pour faire une analyse politique de la situation. On pourra analyser ce qu'a fait le gouvernement Wilmès en octobre, en novembre. On verra si les mesures qui ont été prises dans l'œil du cyclone auront un impact pour diminuer les effets de la crise à l'automne. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et c'est ça, vraiment, qui était fascinant. Et moi, j'ai d'abord fait ce livre pour moi, parce que je voulais me donner un but pour pas devenir fou. Vous-même étiez confiné aussi, et d'ailleurs, c'est un peu votre métier. Vous êtes confiné en permanence. Toute l'année, mais je me suis dit, si je ne me donne pas un but à court terme, je vais devenir dingue. Et donc, comme c'est la première fois de ma vie que je dessinais exclusivement sur un sujet, mais qui englobait tous les autres pendant 2 mois, je me suis dit, ça va faire un bouquin. Donc, tout est allé dedans. Il y a énormément de dessins inédits, parce que j'en faisais beaucoup plus que ce que mes journaux ne pouvaient publier. Ensuite, j'ai fait ce dessin pour mes enfants, parce que je voulais qu'ils gardent un souvenir, entre guillemets, dans quelques mois, quelques années de cette période terrible, parce que ce qu'on oublie, c'est que pour nous, les adultes, ça a été dur, mais pour les enfants, moi, mes enfants, ils ont 11 et 13 ans, c'est encore pire, parce que tout à coup, le monde qu'ils pensaient tout à fait normal, c'est-à-dire la liberté, tout à coup, on leur dit non, vous pouvez plus voir vos copains, vous pouvez plus aller à l'école. Ça les a énormément marqués, ça va laisser des traces dans leur esprit après, et je voulais garder ça. Et ensuite, il y a les lecteurs. Mes lecteurs, que ce soit les lecteurs du Vif, les lecteurs de l'Écho ou d'autres, parce que je suis retourné sur les réseaux sociaux, alors que je suis extrêmement hostile aux réseaux sociaux, j'y suis retourné parce que je pense qu'à circonstances exceptionnelles, il fallait des changements exceptionnels. C'est là que ça se passait, hein, ceci dit. Et puis, j'ai vu la réaction des lecteurs était très importante et ils avaient vraiment envie, il y en a qui m'ont dit on a besoin de vos dessins, c'est-à-dire qu'on a besoin de mettre de la distance, on a besoin de rire, on a besoin de prendre du recul et on a besoin de ne pas oublier.
Et ça, c'est très important quand je fais un bouquin comme ça, parce que vous avez vu plein de vidéos d'humoristes, tout ça, mais ça passe. Mais les dessins dans les journaux, ça passe. Oui. Des dessins dans un livre, ça passe moins parce que ça peut rester, on peut le reprendre dans la bibliothèque. Et donc, il y avait vraiment un côté témoignage qui était important. Et le leitmotiv au début, c'était « je veux faire rire les gens ». Et j'espère que je vais arriver à les faire rire. Alors, le recueil de dessins s'appelle Tous confinés, avec comme sous-titre « Des petits dessins valent mieux qu'un sale virus ». Ça, c'est pour le retrouver en librairie. À partir de mardi. Hein. C'est à partir de mardi, oui, effectivement. Oui, nous, on prend toujours un peu d'avance. Hein, nous, Tout à fait. oui, surtout quand on parle d'actualité, ce qui est évidemment le cas ici. Mais si vous cherchez bien, vous le trouverez dans une grande librairie bruxelloise dimanche. Il est très fort, il est très fort. Il est très très fort, Nicolas Vado, qui est donc notre dernier invité. De l'imagination, vous en avez eu beaucoup pendant ce confinement. C'est plusieurs artistes qu'on a interrogés, je pense notamment à des chanteurs, notamment en télévision, en radio, disaient nous, c'est point mort. Il n'y a rien qui sort, on chante 2-3 chansons à la guitare pour faire plaisir, on fait de temps en temps des vidéos sur les réseaux sociaux, mais il n'y a rien qui sort. Vous, c'était tout le contraire en fait. Ah non, mais moi, c'est mon métier, les crises. Plus que jamais pendant la crise. C'est-à-dire que ça fait quand même quasiment 30 ans que je fais ce métier. Je vais sortir en octobre un bouquin sur mes 30 ans de carrière. Oui. Je peux vous dire qu'à chaque fois qu'il y a des éléments qui sont des éléments charnières, que ce soit le 11 septembre, que ce soit la crise de 2008, les attentats de 2015 ou 2016 ou le coronavirus, tout à coup, ça remet en question tout ce qu'on pensait comme acquis. Ça permet de penser la société différemment. Et dans ce cas-là, moi, en tant que dessinateur de presse, c'est mon métier, c'est d'analyser ce qui se passe. On est des historiens du quotidien quand on est dessinateur de presse. Donc je dois regarder ce qui se passe le jour même, tout en prenant un recul politique ou social. Donc évidemment, quand il y a des grandes crises, c'est beaucoup plus intéressant à faire que le feuilleton des négociations avec le paletot à carreaux de Joachim Kuntz, où ça c'était chiant à mourir. J'ai fait ça pendant des mois. Mais qui a inspiré tout le monde quand même. Oui, mais j'ai fait ça pendant des mois. Mais je peux vous dire qu'au bout de la 50e fois, j'ai dit qu'est-ce que je vais pouvoir dessiner sur ce truc. Et d'ailleurs, tout le monde s'en fout en fait. Tandis que là, tout le monde était intéressé par ça, tout le monde était avide. Et mon épouse, qui regarde pas beaucoup l'actualité belge en général, elle me disait « Ah mais t'as vu, elle a dit ça, elle a dit ça ». J'ai dit « Oui, je sais, c'est mon métier, je fais ça tout le temps ». Et donc ça, c'est vraiment important. Et donc, tout le monde a été touché par ce confinement. Tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde était scandalisé par un truc ou pas par un autre, et ça c'était vraiment intéressant à étudier, et donc je l'ai fait du début à la fin, et j'ai presque bouclé le bouquin un peu trop tôt, parce que quand vous bouclez un bouquin, les dessins qui sont faits 3-4 jours après, vous dites « Ah, ceux-là, ils auraient peut-être pu l'égaler, mais ils y vont pas ». La petite frustration, voilà. Comme toujours. La saga des masques, par exemple. La saga des masques aussi, et encore une fois, je ne suis pas scientifique, je ne sais pas ce qui s'est passé, enfin on sait plus ou moins ce qui s'est passé, mais je ne suis pas apte à juger de cette saga des masques. En revanche, oui, c'est difficile de montrer les dessins à la radio, mais il y en a un qui est extraordinaire, avec cette femme qui a le masque sur la tête à la plage. Voilà. Vous réinventez le bikini, finalement. Je l'ai réinventé, et figurez-vous que j'avais pas tort, parce qu'il y a quelqu'un qui a inventé le trikini récemment. Mais le masque, c'est un symbole très fort, le masque. C'est-à-dire qu'on ne peut plus sourire. Eh oui. Le sourire, c'est quand même quelque chose qui est très important dans le contact humain. Et comment savoir si les gens rient alors? Comment savoir si les gens... Eh ben, vous arrivez à le voir en les regardant plus dans les yeux. Ouais. Mais c'est ça qui est fascinant, parce que le masque, c'est un truc de rejet. Alors, on pense à des masques à gaz, des choses comme ça, alors que là, on devait le porter. Et moi, le pire, en tout cas, c'est de devoir changer de trottoir quand je croise quelqu'un dans la rue, qui est devenu le summum de la bienséance, alors que c'est quand même épouvantable. Chacun est un ennemi potentiel. Voilà, et j'ai eu ça l'autre jour, j'étais dans un distributeur de billets, il fallait être deux, et ils étaient deux, et je rentre, et je me fais engueuler par une dame en sortant. Monsieur, ils étaient deux, vous pouvez pas être trois. Je dis attendez. Et c'est là où on voit que les gens peuvent à la fois devenir des moutons et peuvent aussi très vite devenir hargneux. Donc paradoxalement, le masque, c'est-à-dire l'absence de signes distinctifs de joie ou de peine, a révélé beaucoup plus d'intérieur des gens. Et je pense qu'une crise comme ça révèle les gens, c'est-à-dire que les gens cons deviennent plus cons et les gens intelligents deviennent plus intelligents souvent. Oui, Nicolas Vado, il y a le rire certes, mais il y a aussi les gestes du quotidien. Ce matin, on en parlait encore dans la matinale avec l'invité de Fabrice Grosfilet. Vous avez failli me serrer la main tout à l'heure. Est-ce que ce sont des choses qu'on va pouvoir retrouver un jour? Les bisous, les poignées de main, en dehors de la famille bien sûr. J'espère évidemment, parce que, comme je vous dis, moi, pendant le confinement, j'étais chez moi, j'étais dans 2 rues autour de chez moi pendant le mois. C'est la première fois aujourd'hui, pour venir vous voir faire une interview, que je vais en ville, que je prends un transport en commun, donc que je dois mettre le masque. Et c'est terrifiant de ne plus avoir le réflexe de se serrer la main ou de faire la bise. Et donc maintenant, quand on va se faire la bise, on va se dire « Oh attention, est-ce que je ne vais pas choper quelque chose? Est-ce que je ne vais pas donner quelque chose ?» Ça revient aux discussions philosophiques qu'il y a eu, notamment l'interview de André Comte-Sponville, qui a dit « Je préfère vivre dans une démocratie avec le Covid que dans une dictature sans le Covid ». Et ça, ce sont des thèmes qui vont arriver à l'automne. Et là, ça sera à nouveau passionnant. Ce sera le post-confinement, si on veut, en espérant que ce ne soit pas un reconfinement. Mais ça va être passionnant à étudier aussi. Donc, on vit une période
absolument extraordinaire d'un point de vue journalistique, sociétal et sociologique, et il ne faut jamais l'oublier. Si j'ai fait ce bouquin aussi, c'est pour que les gens n'oublient pas, qu'ils puissent reprendre ce bouquin dans X mois ou années et se dire voilà ce qu'on a vécu en 2020. On n'est pas passé loin de la catastrophe parce que pour le même prix, on aurait pu avoir un Ebola et là, c'est pas du tout la même chose. Bien sûr. On peut quasiment se retrouver en dictature en 2 temps 3 mouvements. Attention, la démocratie, c'est fragile. C'est du 100% confinement, tous confinés, votre nouveau recueil de dessins aux éditions nicolasvado.com. Merci beaucoup d'avoir été notre dernier invité. Bonne soirée à tous. Merci.